le fabuleux destin des cellules souches. Donc je vais effectivement vous parler de... D'abord, je ne suis pas créateur du CBI, j'en suis membre. J'ai créé effectivement ce qu'on appelle la plateforme d'imagerie cellulaire de Toulouse. J'ai également été directeur de l'école doctorale Biologie Santé, Biotechnologie de Toulouse, mais je ne suis pas créateur de ce centre, mais j'en fais partie. Et je voulais le mentionner dans mon topo parce que c'est un centre nouveau qui vient de se créer à Toulouse. Donc je vais vous parler des cellules souches. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est l'importance que ces cellules revêtent, parce qu'elles sont la base de la vie. Ce sont elles qui, effectivement, vous allez le voir, édifient l'embryon, édifient notre organisme. Ce sont elles qui le maintiennent, ce sont elles qui le réparent. Donc j'aurai trois parties dans mon exposé, une partie plus développement, une partie plus régénération, maintien au cours de la vie adulte, et puis je terminerai par une partie plus médicale sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cellules souches. Et en particulier, une catégorie particulière de cellules souches, qu'on appelle les IPS, je ne sais pas si vous avez entendu parler des IPS, et qui risquent, à mon avis, dans les années qui viennent, d'être extrêmement importantes, qui sont déjà importantes pour nous, chercheurs, mais qui risquent d'être très importantes dans les années futures. Et comme on est dans un pays de vignoble, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une image de vigne. Voilà. C'est cette très très belle image d'une souche, justement, mais qui, apparemment morte, est quand même capable de faire des rejets. Donc c'est cette fantastique énergie du vivant chez les végétaux, que vous connaissez tous. Et la question que je vais vous poser, sur laquelle on va réfléchir ce soir, c'est, en est-il de même dans le règne animal? Là, c'est le règne végétal. Et avant de démarrer, j'aime bien présenter le film qui va suivre. C'est un petit film d'animation, c'est de l'animation, vous verrez. Il dure 1 minute et demie, mais il va vous mettre en condition. C'est un moment zen. On en a besoin, et je ne vais rien dire. Et ça s'appelle La naissance d'un arbre. Je le lance. Et on va démarrer dans le vif du sujet. Alors je vais faire une longue introduction sur les cellules. Je disais ça à Jean-Marie tout à l'heure quand on dînait. J'ai demandé à ma maman, qui avait 86, 87 ans à l'époque, elle est plus de ce monde malheureusement maintenant, mais j'ai demandé un jour à ma maman au téléphone, maman, puisque je préparais cette conférence, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une cellule? Est-ce que tu serais capable de dire à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Elle m'a dit non. Je dis bon d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que moi, biologiste qui baigne dedans depuis l'âge de 15 ans, je suis évidemment bien placé pour savoir ce que c'est qu'une cellule, mais le public ne le sait pas, ne le sait pas forcément bien, ne le sait pas forcément très bien. Et donc je vais passer quand même quelques minutes à vous parler simplement, avant de parler de cellules souches, à vous parler simplement de cellules. Qu'est-ce qu'une cellule? Tous les êtres vivants sont faits de cellules, ça vous le savez. Mais comme un mur est fait de briques, comme un livre est fait de pages, et puis, et finalement, comme une conférence est faite de public, vous êtes aussi fait de cellules.
Première chose importante à retenir. Mais qu'est-ce qu'une cellule? Non, excusez-moi, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça c'est plus proche. Vous vous demandez pourquoi? Ça c'est plus proche parce que c'est une cellule de moine. On appelle ça une cellule. Cellule de moine. Or, au XVIIe siècle, Robert Hooke, en 1665, il avait voilà. Il avait fabriqué un microscope très primitif. Et puis un jour, en regardant des coupes de liège, vous avez ici des coupes transversales, ici des coupes transversales de liège et des coupes longitudinales du même liège, il voyait des sortes de logettes juxtaposées et qui lui rappelaient justement les cellules des moines. Il appelait donc ça cellula. Et c'est de là que vient le mot cellule. Donc à retenir, le mot cellule, ce sont les cellules des moines. Curieusement. Donc voici ici une cellule animale. On quitte maintenant le domaine du règne végétal, on était dans le liège, maintenant on arrive chez l'animal. Voici quelques cellules animales. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les cellules animales? On trouve bien entendu la membrane. La membrane, c'est quelque chose qui protège la cellule, mais qui permet aussi les échanges avec l'extérieur, la communication. Et donc en fait, c'est une sorte de filtre extrêmement précis, naturel, mais extrêmement précis. À l'intérieur de la cellule, vous avez le cytoplasme, une sorte de gelée. C'est l'usine de la cellule. C'est là où sont produits les protéines, les sucres, les lipides, mais c'est là aussi où se fait la respiration de la cellule. Quand vous respirez votre oxygène, cet oxygène, il va jusque dans le cytoplasme. Et c'est grâce à cela que le gaz carbonique est éliminé en tant que toxique de vos cellules. Et puis enfin, bien entendu, il y a le noyau. Alors pour tous ceux qui ont encore leur cours de biologie en tête, c'est des banalités que je suis en train de dire, mais je pense que c'est important de les redire. Le noyau. Le noyau qui évidemment contient l'ensemble de l'ADN, de notre corps. Simplement, ce qu'il faut bien savoir, donc organisé en gènes, puis ensuite au-delà de ça en chromosomes, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans chaque type cellulaire, on va voir un petit peu ce que sont les différents types cellulaires. Chaque cellule a l'ensemble de son ADN, mais seulement une petite partie de cet ADN s'exprime, c'est-à-dire est actif. Le reste est éteint, le reste est masqué. D'accord? Vous m'arrêtez quand il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Voilà, et donc le noyau qui contient l'ADN, les chromosomes, ben, c'est le centre névralgique de la cellule. C'est lui qui donne ses ordres au reste de la cellule, c'est lui qui dit à la cellule de fabriquer ceci ou de fabriquer cela. C'est lui qui reçoit, qui intègre finalement les informations de l'extérieur pour les retraduire dans une réponse appropriée à la cellule donnée. Ça va? Voici une cellule, c'est une paramécie, c'est un protiste. Vous trouvez ça dans les mains. Vos enfants, vos petits-enfants peuvent les regarder facilement. Et je vous laisse admirer ça. Peut se voir à tous les niveaux. Voilà. Alors, quelques chiffres. Vous allez être surpris. En fait, notre corps contient 37 000 milliards de cellules, figurez-vous. 5 000 fois plus que d'êtres humains sur la planète. Toutes ces cellules, évidemment, ne sont pas semblables. On en décompte 200 types cellulaires environ. Ça varie d'une année sur l'autre, 200, 230 types cellulaires. Donc des cellules cérébrales, des neurones, des cellules nerveuses, des cellules de foie, des cellules de cœur, des cellules d'intestin. Ces types cellulaires sont
sont organisés, sont réunis en 79 organes. C'est rien de dire, 79 organes. Le cerveau, bien sûr, le cœur, les poumons, l'intestin, le foie, etc., etc. La peau est un organe. Ces organes sont réunis en 10 systèmes: système nerveux, système cardiovasculaire, système digestif, et vous pouvez les trouver les uns après les autres. Et enfin, l'ensemble fait l'organisme. D'accord? Donc regardez, 37 000 milliards de cellules. Chiffre absolument faramineux. Alors, quelle est la taille d'une cellule? Ben, ça dépend. Ça peut être ça. Un œuf d'autruche, c'est une cellule. C'est l'ovule d'une autruche. Comme un œuf de poule, c'est une cellule, c'est l'ovule d'une poule. Donc c'est très gros. Mais ça peut être aussi très petit. Voilà ici un globule rouge. C'est l'une des plus petites, sinon la plus petite cellule de l'organisme. Et donc, si on s'amusait à comparer la taille de cette cellule par rapport aux cheveux magnifiques, tout blond, de ce petit enfant. Faisons ça. Voilà ici le cheveu de cet enfant regardé au microscope électronique à balayage. Très, très, très grossi. Est-ce que le globule rouge est à peu près de la taille du cheveu, selon vous? Plus petit? Ouais. À peu près le tiers du cheveu? Plus petit. En fait, le globule rouge, vous le voyez ici, vous le voyez encore? Il fait le 15e de l'épaisseur d'un cheveu. Donc en fait, il mesure, le globule rouge, 5 millièmes de millimètre. 5 micromètres. Donc il est vraiment très, très, très petit. Le cheveu, c'est 75. Donc c'est à peu près 15 fois plus. Alors on va passer à une autre étape, toujours dans la description des cellules, les différents types cellulaires. Je vous en ai mentionné 200, rassurez-vous, on n'en verra pas 200. On va commencer évidemment par les cellules sanguines, puisqu'on était déjà sur les cellules sanguines. Vous voyez ici des globules rouges, et puis ici des globules blancs. Et donc, pour mettre une toute petite pointe d'humour, ça ne fait jamais pas de mal, comme disait l'autre. Il paraît que Dracula était absolument fou de ces cellules sanguines. Bon. Alors ici, vous avez des cellules musculaires. En haut, en vert. Vous voyez qu'elles bougent un peu, se contractent. Par contre, ici, en bas, c'est des cellules également musculaires, mais cardiaques, qui battent rythmiquement au rythme du cœur. Les cellules cardiaques isolées sont capables de battre. Et donc, la petite pointe d'humour qui va avec, il paraît que les filles en sont folles. Moi, je sais pas. Là, c'est pas mon cas. Des cellules osseuses qui forment les trabicules de nos os, notre squelette interne. C'est des cellules particulières, c'est des cellules osseuses, et il paraît que les chiens en sont fous. Et ça, tout le monde le sait. Et puis, évidemment, pour moi, les plus belles de toutes, c'est les cellules nerveuses. On va rentrer dans l'encéphale et on va voir ces neurones qui communiquent entre eux, qui reçoivent les informations extérieures, qui les retranscrivent, qui nous permettent d'agir, de penser, de réfléchir. Merveilleuses cellules. Il paraît que... Non. Einstein n'était pas fou. Il savait se moquer, mais il n'était pas fou. Alors, les dernières cellules qui vont venir, j'espère. Voilà. Les cellules reproductrices. Spermatozoïdes, qui viennent à la rencontre de l'ovule. Un seul, mesdames et messieurs, un seul pourra féconder l'ovule, vous le savez. Lequel? C'est lui. Pourquoi? Il a son petit bouquet. Regardez. C'est une pub, je suis désolé, je n'ai pas pu. Alors, certaines cellules bougent.
elles bougent même beaucoup. Des cellules qui migrent sur des distances considérables. Considérables. Et ici, quelques cellules qui bougent. Là, on passe aux propriétés des cellules. Ça, globule blanc qui poursuit une bactérie. Vous voyez ici la bactérie, vous voyez ici le globule blanc. Pour la petite histoire, le globule blanc, c'est un macrophage. Je vous laisse finir de voir. Incroyable. Incroyable. Il a eu macrophage, traduction littérale, c'est gros mangeur. Donc, mesdames, si votre mari a tendance à se laisser aller un peu à table, espèce de macrophage, retenez. Désolé, messieurs. Certaines cellules se divisent. Ça, c'est très beau. Regardez ici les chromosomes qui se séparent en deux. Deux nouvelles cellules sont créées plus lentement. Le matériel chromosomique se réunit au milieu, il s'est doublé, et puis vous avez des câbles verts, ici, fluorescents verts, qui tirent les chromosomes, et c'est comme ça que les cellules se divisent. Chaque cellule emmène évidemment le même nombre de chromosomes pour rétablir. C'est superbe. Et puis il y a aussi quelque chose de fabuleux, c'est que quand elles se divisent en synchronie, comme c'est le cas pour ce tissu particulier, c'est un vrai ballet. Regardez ça. C'est joli. En rythme. Ah, tout le monde va vouloir faire de la biologie maintenant, je pense. Alors ça c'est exceptionnel, exceptionnel. Le monsieur qui a fait cette image, ce film, c'est monsieur Eric Betzik, prix Nobel en 2014. C'est ce qu'on appelle la super résolution. C'est dans ce domaine-là que travaille, entre autres, Olivier Gattal. Et ce que vous voyez ici en marron, c'est une cellule sanguine, un globule blanc, on appelle ça un lymphocyte. Et ce que vous voyez ici en bleu, c'est une cellule cancéreuse. Et ce que vous allez voir, c'est les interactions, pour la première fois, filmées en super résolution, les interactions entre un globule blanc et une cellule cancéreuse. Vous savez très bien que quand des cellules cancéreuses apparaissent, la plupart du temps, elles sont éliminées par notre système immunitaire. Heureusement pour nous. Et donc ça, c'est filmé pour la première fois, les contacts entre ce globule blanc et cette cellule cancéreuse. Alors on voit ici deux vues, des vues selon deux axes différents de la même chose, et ici uniquement le globule blanc tout seul pour qu'on voit mieux la manière dont il va venir renifler, palper la cellule cancéreuse. Je lance le film. Regardez, ces membranes qui bougent, qui palpent, qui vont et qui viennent. Ils l'utilisent sous toutes les coutures. Fabuleux. Alors maintenant on arrive, ça y est, l'introduction c'est fini. Désolé d'avoir été si long, mais à la limite je pense que vous n'êtes pas ennuyés, j'espère. On arrive au vif du sujet. Le propos c'est ça, les cellules souches sont à l'origine du vivant, à l'origine des organismes vivants. D'accord? Et on appelle ça là le développement. En effet, nous sommes issus d'une seule cellule, je vous l'ai déjà dit avec l'œuf de poule ou l'œuf d'autruche, c'est l'œuf fécondé. Cette cellule. Elle n'est pas très grosse chez l'humain. Et pourtant, une seule cellule devient un être vivant avec 37 000 milliards de cellules et 230 types cellulaires différents. Comment ça marche? Comment ça marche? C'est un peu compliqué, hein? Alors voilà ce qu'on pensait 17e, 18e et voire même jusqu'au 19e siècle, ce qu'on appelle le préformisme. On pensait qu'il y avait un être humain minuscule dans le spermatozoïde. L'homme était la graine et la femme n'était que l'incubateur. Bref, on pensait que l'être vivant
complet, déjà préformé, était contenu dans le spermatozoïde et qu'il suffisait de faire maturer tout ça dans l'incubateur qu'est le ventre de la femme, l'utérus, et ça passait tout seul. Et donc Goethe, dans son Faust, décrit l'homonculus, on appelle ça un homonculus. Vous voyez ici le petit bébé qui est dans l'éprouvette qu'on chauffe, c'est du sperme qui a été déposé dans cette éprouvette, et soi-disant, on chauffe ça, et puis ben, ça fait développer l'embryon. Bon, c'est vraiment que c'est pas vrai, hein, je vous rassure. Et là, je vais vous montrer un petit film qui est très joli aussi, qui montre vraiment comment ça se passe. Il est très raccourci et très rapide. Fécondation et développement embryonnaire. Première division. Et 4 jours, hein, c'est tout. 5 jours, il y a implantation. Implantation dans l'utérus. Éclosion, ce qu'on appelle éclosion. Et l'embryon commence à se former. Les futures vertèbres et les futurs muscles. Le cœur qui bat, le cordon ombilical qui est énorme. L'œil est déjà formé là. Le membre se développe. Le bras, la main. Les paupières se dessinent. Le nez aussi. L'oreille. C'est émouvant. Je suis toujours très ému quand je regarde ça. Alors on va regarder ça, mais sous une forme plus schématique maintenant, de façon à essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc c'est un autre film, mais cette fois d'animation. Donc tout commence ici, dans l'ovaire. L'ovule est, comme on dit, pondu. Désolé mesdames, mais c'est comme ça que ça. Donc il descend dans les voies génitales féminines, et puis les spermatozoïdes forment la fécondation. Et là, il se passe quelque chose, c'est un peu comme la Belle au bois dormant. La princesse se réveille sur le baiser du prince, mais là c'est pareil. Au moment de la fécondation, l'ovule se réveille et fabrique des protéines, alors qu'il était dormant jusque-là. Ces protéines sont essentielles pour la division, vous allez voir une première division. Elles sont essentielles pour les premières divisions de l'œuf fécondé. 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Pour l'instant, l'œuf est libre. Il circule toujours dans les voies génitales féminines. Ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Et puis il arrive à l'utérus, au bout d'un moment, il va s'appeler ce qu'on appelle un blastocyste. À l'intérieur du blastocyste, cette cavité, ce creux, il y a une cavité et une masse cellulaire interne, ce sont les cellules souches, ce sont elles qui vont former l'embryon. Les autres cellules à l'extérieur que vous voyez ici vont former le placenta. Ils ne servent pas l'embryon. Voilà. Il s'implante. C'est la gestation qui commence. Ce n'est que là que la gestation commence. Et puis, au début de la gestation, les cellules embryonnaires, les cellules souches embryonnaires, se réunissent en un disque aplati, d'une seule épaisseur cellulaire. Et puis des mouvements extrêmement complexes, que les chercheurs ont mis des années à essayer de décrypter, de déchiffrer, se forment. Certaines cellules bougent par rapport aux autres, et puis apparaît le système nerveux. C'est une gouttière encore à ce stade-là. Il se ferme ici. Le système nerveux se ferme de plus en plus, il est ouvert de 2 extrémités encore, puis se forme la tête et la queue. Les membres apparaissent, la tête se penche vers l'avant, les membres se développent, les doigts apparaissent, les yeux aussi, les oreilles, et la tête se redresse. Et puis, 9 mois plus tard, naît le petit bébé. Fabuleux.
tout ça en 9 mois. Fabuleux. Donc vous avez compris, d'après ces deux films, que le développement comprend au moins deux grands phénomènes. D'une part, la multiplication cellulaire, la croissance. Il faut passer d'une cellule à 37 000 milliards, donc il faut que ça se divise à toute vitesse. Donc je ne vais pas illustrer cet aspect des choses, parce que je n'ai pas le temps, et puis que ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, le deuxième aspect, c'est la différenciation, c'est-à-dire la spécialisation des cellules. Il faut former une cellule nerveuse ici, il faut former une cellule de foie là, une cellule d'intestin là, une cellule d'os là. Il faut que ça se passe au bon moment et au bon endroit. Donc tout ça est très finement régulé, bien entendu. Alors comment ça marche? Donc on reprend ce que vous avez vu tout à l'heure dans le film, le blastocyste, avec ça, qui est creux, et puis sa masse cellulaire interne. Donc comme je vous l'ai dit, la partie externe de cette structure, c'est ce qui va former le placenta. Donc ça ne va pas participer à l'embryon. Donc on l'oublie. Et on va s'intéresser à cette masse cellulaire interne, des cellules souches qui sont donc totipotentes. Alors toti, c'est tout, potente, puissante, toute puissante. Pourquoi? Parce que ces cellules-là, chacune d'entre elles est capable de donner naissance à l'être humain complet. Elles sont totipotentes. Et puis assez vite vont arriver des signaux en fonction de la position des cellules les unes par rapport aux autres. Vont arriver des signaux, elles vont échanger des signaux de telle sorte qu'elles vont légèrement se transformer. Mais ici, certaines deviennent jaunes, vertes, bleues, une espèce de petite différenciation, un petit quelque chose, pas grand-chose, mais un petit quelque chose qui les différencie les unes des autres. Et ça les amène à bouger. Ça les amène à bouger et à former trois couches. Schématiquement, j'ai mis une couche bleue, une couche verte et une couche jaune. La couche bleue est externe, la couche verte est médiane et la couche jaune est interne. Voici ici ces trois couches. Alors maintenant, les cellules sont dites non plus totipotentes, elles sont pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire déjà encore beaucoup de choses, mais pas tout un embryon. Par exemple, la couche de cellules bleues va donner naissance au système nerveux et à la peau. Rien à voir entre les deux, mais c'est comme ça. Les cellules bleues donnent naissance au système nerveux et à la peau. Les cellules vertes ont beaucoup de possibilités. Os, muscles, cœur, rein, sang. Finalement, pas mal de choses. Et enfin, les cellules jaunes, qui ne sont pas jaunes dans la réalité, bien entendu, c'est essentiellement les viscères, poumons, foie, intestin. Vous voyez déjà, spécialisation. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et bien, on va continuer. On va parler de GPS. Ce que j'appelle le GPS, c'est-à-dire le guide pour les souches. Vous avez ici mes trois feuillets. Et admettons, posons-nous la question, cette cellule bleue, j'ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait donner du système nerveux. Bon, admettons qu'elle doit donner un neurone, une cellule nerveuse. Comment est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en fait, elle est réprimée. Elle reçoit des signaux qui l'empêchent de devenir soit du muscle, soit du cœur, soit de l'os, soit du sang. Elle est vraiment bloquée. Ces gènes sont bloqués. De la même façon, ces gènes sont bloqués pour donner naissance à un poumon, du foie ou de l'intestin. Par contre, elle reçoit des signaux positifs qui l'amènent inéluctablement vers un autre destin. C'est soit la peau, soit le système nerveux, du fait de sa position et du fait des échanges qu'elle a avec ses voisines. Ce n'est pas suffisant. Il faut que quelque chose bloque sa capacité à donner de la peau, parce qu'elle peut très bien, au tout début, en faire, et quelque chose l'oblige à donner naissance à du système nerveux. Choix binaire. Le développement est une suite de choix binaires. Mais ce n'est pas tout. Quand elle est orientée vers le système nerveux, elle est de moins en moins pluripotente, elle devient précurseur neural. Donc elle ne peut plus revenir en arrière, elle ne peut plus donner de la peau. Par contre, elle peut faire du système nerveux. Mais dans le système nerveux, il n'y a pas que des neurones. Vous avez aussi, on le verra dans un instant, d'autres types de cellules qu'on appelle les cellules gliales. Et bien donc, d'autres signaux vont orienter cette cellule
non pas vers les cellules gliales, on va bloquer ce devenir vers le neurone. Et c'est ainsi, par choix successif, par répression de possibilités et par obligation d'un chemin donné, suite à des signaux très complexes et très nombreux, que la cellule originelle s'oriente vers son destin, devenir, par exemple dans le cas présent, une cellule nerveuse. C'est clair ça? C'est presque une des plus compliquées de mon exposé. Hein? Ce sont des tas de protéines qui sont sécrétées par les autres cellules autour. C'est un peu compliqué parce qu'après vous avez des effets, ce qu'on appelle des effets de communauté. C'est-à-dire qu'une cellule dans un groupe de cellules identiques qui est au centre ne reçoit pas la même quantité de signaux que les cellules qui sont en périphérie. Et donc non seulement la nature du signal, mais la quantité de signal reçu affecte aussi le devenir de cette cellule. Là, l'ordinateur est capable de vous résoudre ça rapidement. Mais c'est vraiment la réalité. Vous faites varier d'un microgramme la quantité de signal reçu et la cellule fait quelque chose. Voilà, donc ça c'était la partie développement. J'en ai fini avec cette partie développement. On pourra en rediscuter à la fin si vous voulez. On va passer chez l'adulte. Ce que les gens ne savent pas, même moi quand j'ai préparé cette conf il y a quelques années, je ne le savais pas, c'est que nos cellules différenciées sont renouvelées alors je le savais pour certaines, mais je ne savais pas le chiffre, sont continuellement renouvelées. Nous en perdons 20 milliards chaque jour. Vous imaginez? Chaque jour, mesdames et messieurs, vous perdez 20 milliards de cellules. Mais qu'est-ce que vous en faites? Enfin, gâchis. Eh oui, alors donc ça veut dire quoi? Ce que vous voyez là, ça veut dire que la vie d'une cellule n'est pas infinie. Et donc en fait la durée de vie d'une cellule n'est pas infinie. Or la durée de vie d'une cellule varie en fonction du type de cellule. Par exemple, les globules blancs, vous voyez, une vie très très courte, 10 heures à 3 jours. Les cellules de l'intestin qui recouvrent votre muqueuse intestinale et qui sont soumises à un degré d'acidité extrêmement important, elles ne durent pas longtemps, elles durent 2-3 jours. Et après, il faut les renouveler. Les cellules de la peau, 2 à 4 semaines simplement. Je ne savais pas ça, 2 à 4 semaines vos cellules de peau. Alors je dis bien épiderme, hein, pas derme, ou hypoderme. Heureusement. Enfin, heureusement. Quand on se fait tatouer, ça reste un peu plus longtemps. Mais ça s'efface. Les globules rouges, c'était curieux d'apprendre ça, le globule rouge dure finalement pas mal de temps, 4 mois. Les cellules de foie durent 1 an et demi. Les cellules musculaires durent une quinzaine d'années, les cellules osseuses durent 25 à 30 ans, et puis, heureusement pour nous, nos cellules nerveuses durent toute la vie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui meurent, mais une cellule nerveuse avec laquelle on est né peut durer toute notre vie. D'accord? Certaines. Voilà. Alors, comment? Donc en fait, c'était ce que vous voyez ici à la place du pi, c'est coché. Ça veut dire OK. Donc ça veut dire que chez l'adulte, la plupart des organes contiennent des cellules souches qui régénèrent les cellules qui disparaissent. Heureusement. Heureusement. C'est-à-dire que dans le sang, il y a des cellules souches, dans l'intestin, il y a des cellules souches, dans la peau, il y en a, dans le sang à nouveau. Dans le foie, on ne sait pas trop. Je pense que le foie, les gens pensent plutôt que c'est les cellules de foie qui, par simple division d'elles-mêmes, suffit à renouveler le foie. Le muscle, il y a des cellules souches. L'os, il y a des cellules souches. Et j'ai mis un point d'interrogation sur les cellules nerveuses, parce que je vais y venir dans un instant. C'est un débat. Ce n'est pas encore admis, ni prouvé complètement. Alors tout d'abord, je pense que depuis le début, vous voulez voir ce que c'est qu'une cellule souche. Quelle gueule ça a? C'est ça. C'est tout à fait banal. C'est une cellule ronde. Ça s'est vu en microscope, au microscope électronique de balayage. Ça a été mis en fausse couleur, hein, c'est pas la vraie couleur. Et oui, ça n'a rien de spécial, c'est arrondi, c'est un petit peu hérissé, mais bon, rien de bien spécial. Ça, c'est la diapositive la plus importante du topo. Vous allez voir. 2 propriétés essentielles des cellules souches. Alors voici une cellule souche, je l'appelle mère. Pourquoi? Parce que cette cellule souche mère se divise
lentement, très lentement, rarement, mais qu'elle donne naissance à soit deux autres cellules souches, soit une seule cellule fille. Et on l'appelle cellule souche parce que c'est la copie conforme de sa mère. Donc une cellule souche se divise et donne naissance à une autre cellule souche. Donc elle s'auto-renouvelle, vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est à vie. Donc il y a auto-renouvellement à vie, donc les cellules souches sont un réservoir absolument permanent de cellules de remplacement. Heureusement qu'on les a. Elles sont bien protégées. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont dans ce qu'on appelle des niches. On prend les termes à la disposition, on appelle ça des niches. Elles sont super protégées par rapport à toutes les autres cellules. Donc soumises à moins de stress, moins de toxicité que toutes les autres cellules. Pourquoi? Parce qu'elles sont notre avenir. Elles sont notre espoir, elles sont notre devenir. Alors une fois de temps en temps, une des cellules filles, une des deux, mais une seule, reçoit une molécule signal, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui fait qu'elle change un petit peu, comme on a vu au cours du développement, et elle devient une cellule précurseur. Donc là, elle n'est plus une cellule souche. Elle n'a plus la capacité de faire ce que fait sa cellule mère. Et là, par contre, évidemment, cette cellule précurseur se différencie et devient une cellule spécialisée, ou plusieurs, en fonction du choix qu'elle fait, l'une ou l'autre de plusieurs cellules spécialisées. Ça va, vous suivez? Alors ça, c'est très important. Une cellule souche, je récapitule, une cellule souche, d'abord, se divise à vie et s'auto-renouvelle à vie. Copie conforme. C'est mieux qu'une photocopie, hein, c'est plus fidèle encore. Et puis, de temps en temps, une permet de renouveler nos autres cellules parce qu'elle reçoit des signaux qui l'amènent à se différencier dans ce dont on a besoin. On a besoin de fabriquer de nouvelles cellules de la muqueuse intestinale, eh bien, elle va se différencier en cellules de la muqueuse intestinale. Voilà, pour vous donner un exemple du pouvoir de ces cellules souches, un exemple, pris dans le sang, justement, on a parlé pas mal de sang, les cellules souches de la moelle osseuse. Alors, quand je dis moelle osseuse, il y a forcément chez vous quelque chose qui s'allume. Greffe de moelle osseuse. Vous avez tous entendu parler de greffe de moelle osseuse. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe de moelle osseuse? Ce n'est rien d'autre qu'une greffe de cellules souches sanguines. Quand vous avez une leucémie, vous avez une perte de vos cellules sanguines, et souvent de vos cellules souches sanguines, une greffe de moelle osseuse va vous sauver, parce qu'on va introduire avec cette greffe de moelle osseuse des cellules souches sanguines qui vont renouveler vos cellules sanguines. Et ce qui est très beau, c'est cette manip qui a été faite il y a pas mal de temps, là, en fait, en 1996, vous voyez, par une équipe japonaise, le sauvetage d'un individu, en l'occurrence pas un homme, mais une souris, par une seule cellule souche. Alors je vous montre la manip. On prend une souris, et comme on fait dans le cas du traitement du cancer, par exemple, on fait une irradiation, rayons X, lourde. Lourde. Là, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette souris irradiée ne peut plus produire de cellules sanguines, parce que l'irradiation a tué les cellules qui se divisent, et en particulier les cellules souches. Donc, plus de production de cellules sanguines. Pauvre souris. Désolé, elle meurt. On prend une autre souris, on l'irradie de la même façon, mais seulement après l'irradiation, on injecte dans cette souris une seule cellule souche sanguine. On sait faire ça. On sait récupérer des cellules souches et on sait en récupérer une seule et injecter une seule cellule. Et là, dans 25% des cas, c'est quand même un chiffre énorme, la souris a survécu et quand on a analysé son sang, elle contenait absolument toutes les catégories de cellules sanguines qu'on puisse imaginer. Donc une seule cellule souche a permis de reconstituer, de restaurer entièrement, complètement, le sang, toutes les cellules sanguines, globules blancs, globules rouges de cette souris. Donc ça vous donne un peu l'importance de ces cellules souches. Alors une autre question, parce que c'est d'actualité, puis ça revient périodiquement, est-ce qu'on a des cellules pour régénérer notre...
système nerveux, il en aura bien besoin, lui. Mais c'est un grand débat. Alors, avant d'entrer dans ce débat, je voudrais faire un retour en arrière, historique. Notre cerveau contient environ 86 milliards de neurones, à peu près autant que d'étoiles, comme on dit toujours, d'étoiles dans la galaxie, mais il contient aussi, ce qui est beaucoup moins connu, à peu près le même chiffre, le même nombre de cellules dites gliales, qui sont des cellules extrêmement importantes pour le fonctionnement du système nerveux. D'ailleurs, ceux qui ont entendu parler de sclérose en plaques, ou qui ont malheureusement des membres de leur famille atteints de sclérose en plaques, savent ce que c'est, puisque les cellules touchées dans la sclérose en plaques, ce sont des cellules gliales. Donc ces cellules sont extrêmement importantes, et il y en a autant à peu près que de neurones. Elles ont été décrites et étudiées, on va dire en détail pour la première fois, par ces deux personnages absolument mythiques pour moi, qui suis plus tout autant neurobiologiste que biologiste du développement, Ramon y Caral, Santiago Ramon y Caral, un espagnol bien entendu, et puis Camillo Golgi, un italien. Et ces deux personnages ont décrit scrupuleusement, dans des tranches, des coupes de cerveau, de divers tissus nerveux, ont décrit le système nerveux. À une époque, on ne savait pas du tout comment c'était foutu. Et ils ont eu le prix Nobel pour ça. Camillo Golgi pensait que tous les neurones étaient reliés entre eux directement. Ramon y Caral, lui, pensait ce qu'on appelle la théorie cellulaire. Chaque neurone était séparé de l'autre neurone. Par ce qu'on appelle la synapse, on sait maintenant que c'est comme ça que ça marche. Mais Camillo Golgi est resté longtemps adepte de la théorie, ce qu'on appelle syncytiale du système nerveux, c'est-à-dire le système nerveux est une seule structure unique. C'est faux. Il avait tort. Alors juste pour la petite histoire, il faut vous montrer ça, c'est tellement beau. Voici ce que dessinait Ramon y Caral avec son tout petit microscope de l'époque. C'est une coupe dans le cervelet. Vous voyez ici la qualité du dessin, la qualité de l'observation, les neurones sont bien représentés, toutes leurs arborisations sont bien représentées. Et je me suis, par hasard, je suis tombé sur cette image faite avec un des microscopes dont j'ai eu la charge pendant de nombreuses années. On appelle ça un microscope confocal, donc ultra moderne. Et vous voyez ici une coupe du cervelet identique à celle de Ramon y Caral, mais imagée, comme on dit, examinée avec un microscope moderne. Et vous voyez que Ramon y Caral avait tout vu, il avait tout bien vu. Vous pouvez chercher, vous allez trouver exactement les mêmes cellules, les mêmes neurones, disposés de la même façon. Il avait parfaitement compris et correctement analysé avec les faibles moyens dont il disposait. Et donc c'est juste un petit hommage que je voulais lui donner. Voilà, Ramon y Caral devant son petit microscope de rien. Et Ramon y Caral, il écrit un truc terrible. En 1902, il écrit ça. Une fois que le développement est terminé, les sources de la croissance et de la régénération du système nerveux se sont taries, irrévocablement. Tout peut mourir, rien ne peut être régénéré. Et il ajoute cette phrase magnifique, pour moi, il revient à la science de l'avenir de modifier, si cela est possible, cette cruelle sentence. Donc oui, il avait ses notions, il avait ses observations, il pensait ça, mais il disait, c'est pas forcément vrai, peut-être la science de l'avenir pourra modifier ce que je suis en train de dire. C'est formidable pour un savant, d'avoir cette ouverture d'esprit. Et donc voilà ce qu'on a appelé ensuite le dogme de Caral. Le dogme de Caral, c'est que le cerveau adulte ne peut plus produire de neurones. Il ne contiendrait donc évidemment pas de cellules souches. Alors sommes-nous voués, alors que notre espérance de vie augmente, presque d'année en année, sommes-nous voués à voir malheureusement notre cerveau, par contre, qui lui ne peut pas se régénérer, va diminuer, et nos capacités cérébrales diminuer avec le temps. Voilà la grande question. Pessimiste, hein? Oh là, je suis pessimiste tout d'un coup. Ah, un petit espoir. Le chant du canari. On va faire une pause, je vous laisse écouter, regarder ce magnifique petit canari. C'est pas moi, hein?
Extra. Eh bien, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ce monsieur, Fernando Nottebohm, de l'université Rockefeller à New York, qui a étudié, à une certaine époque, d'où venait le chant du canari. Quelle structure cérébrale était à l'origine de cette fonction motrice particulière qui est de faire vibrer les structures qui font ce chant. Alors le chant d'abord, c'est qu'il faut savoir, le chant du canari est saisonnier. Période de reproduction, il chante. L'hiver, donc printemps. L'hiver, il ne chante pas. Bon, à la limite, on peut dire c'est peut-être juste comportemental. Non. Non, c'est plus compliqué que ça. Il a examiné le noyau du chant. Il a tout d'abord, l'identifié dans le cortex, il est là, peu importe, cortex de l'animal ici. Mais surtout, il a examiné cette structure à l'origine du chant au printemps et en hiver. Il a constaté une grosse différence de volume. Donc là, ce qu'on appelle le noyau, on appelle ça des noyaux cérébraux. Le noyau du chant est plus gros, beaucoup plus gros, au printemps quand le canari chante, que l'hiver quand il ne chante pas. Et là, on a déduit l'hypothèse suivante. Est-ce que des neurones meurent entre le printemps et l'hiver? Est-ce que pour le printemps suivant, de nouveaux neurones naissent, puisque on voit réaugmenter la taille du noyau du chant qui contient des neurones? Hypothèse iconoclaste, si, puisque c'était contre le dogme de Caral qui disait que rien ne peut être régénéré. Tout le monde s'est moqué de lui, je peux vous le dire. Tout le monde s'est moqué de lui. Et puis une fois, un jour, un chercheur, peut-être d'esprit plus ouvert que les autres, qui travaillait lui sur la souris, pas sur le canari, a quand même regardé les preuves qu'il avait là, et c'est solide, c'est sérieux. Et donc ce chercheur-là, il y en a été plusieurs ensuite, a commencé à regarder chez les rongeurs, chez la souris. Et il a trouvé la genèse de nouveaux neurones chez la souris. Donc ça a été un boom terrible, parce qu'on a trouvé des cellules souches, finalement, pour faire une longue histoire très courte, on a trouvé des cellules souches dans deux régions du cerveau de la souris. D'une part, ici, le long de ce qu'on appelle le ventricule latéral, et des neurones qui vont aller se loger dans le bulbe olfactif. Ça n'a pas tellement d'importance pour nous, pour vous, aujourd'hui. Il y a renouvellement constant, toute la vie de l'individu, de neurones dans le bulbe olfactif, parce que les contraintes auxquelles sont soumis ces neurones font qu'elles dégénèrent vite, et donc il faut les renouveler. Mais surtout, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait aussi des cellules souches dans l'hippocampe. Alors, c'est quoi l'hippocampe? C'est une structure qui a une forme du poisson, qu'on appelle l'hippocampe, qui est situé ici, vous voyez. Ça, c'est juste un morceau. Vous voyez ici les neurones qui sont en train de se former pour donner naissance aux neurones définitifs ici. Et cet hippocampe, c'est pas rien. C'est impliqué dans la mémoire à court terme et dans la navigation spatiale. Vous vous souvenez des gens qui ont Alzheimer ou autres maladies du même type dégénératives et qui ne retrouvent plus leur maison? Ils n'ont plus de mémoire spatiale. Cette mémoire à court terme, générée par l'hippocampe, est ensuite relayée au niveau du cortex. Et là, elle est stabilisée. Mais au niveau de l'hippocampe, cette mémoire est, comme on dit, labile. Je ne sais pas si c'est le terme français, mais c'est-à-dire qu'elle disparaît. Et pour une autre mémoire. Or, justement, si les neurones se renouvellent sans cesse dans l'hippocampe, on peut bien expliquer pourquoi cette mémoire est labile et se renouvelle si on crée de nouveaux neurones. Ces nouveaux neurones créés n'ont, a fortiori, pas de mémoire quand ils naissent. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, un espoir extraordinaire. Alors d'abord, voilà ici une illustration merveilleuse des nouveaux neurones créés chez l'adulte dans l'hippocampe d'une souris, fait par un chercheur de l'université de Southampton en Angleterre, en 3D. Ah, c'est du tissu fixé, c'est pas vivant, hein, mais c'est en 3D quand même. C'est très beau. Et ces neurones, tous ces neurones-là, colorés, sont des nouveaux neurones. Ils sont nés chez l'adulte. Donc ça, c'est la réalité. Chez la souris, oui,
il y a des nouveaux neurones qui sont créés tout le long de la vie de l'individu chez l'adulte. Alors, est-ce vrai chez l'homme? Je suis tombé sur cette image, source Institut Pasteur. Il parle de néoneurones dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire et du repérage dans l'espace. Vous le voyez ici dans le cerveau humain, sa position dans le cerveau humain, c'est cette structure orange. Et puis, si on fait de l'activité physique, c'est bon pour eux. Par contre, le stress et l'anxiété, c'est pas bon, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a des chercheurs qui disent non, c'est pas vrai. Ils ont fait d'autres études chez l'homme, évidemment sur des cerveaux post-mortem, donc c'est pas fait autrement, et ils disent que non. Que la capacité de créer de nouveaux neurones diminue très rapidement. Déjà, l'adolescent n'en a plus beaucoup, et l'adulte n'en a plus du tout. Donc c'est débattu actuellement, et je ne veux pas trancher ça, parce qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est un sujet actuellement à très très haute controverse. Donc je vais achever cette partie en disant, on ne sait pas. Donc l'espoir serait évidemment de voir ça reverdir notre cerveau avec l'âge. Encore faudrait-il, si cette nouvelle naissance de neurones existe vraiment, qu'on puisse l'utiliser pour pas seulement remplacer et renouveler l'hippocampe, mais le cortex ou d'autres structures déficientes. Et ça, c'est pas gagné. Alors, il y a quand même des espoirs. Et là, j'arrive à la dernière partie, qui est une partie plus, on va dire, un peu médicale, mais qui sont quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous ne connaissez probablement pas, qui sont une catégorie particulière de manipulation de cellules. Alors si on se pose la question, quelles sont les sources de cellules souches chez l'homme? Et j'ai ici mis un triangle inversé, la tête en bas, la pointe en bas, pour donner le potentiel des cellules souches chez l'homme. Évidemment, les cellules souches les plus puissantes, si je puis dire, ce sont les cellules souches embryonnaires humaines, celles qui forment justement cette masse cellulaire interne de l'embryon du blastocyste précoce. On appelle ça des cellules HES, Human Embryonic Stem Cells. D'accord? Bon, le problème, c'est qu'il y a des problèmes éthiques autour des cellules embryonnaires humaines. Certaines peuvent être utilisées dans certaines conditions, pas au-delà d'un certain âge, 15 jours, pas plus, etc., etc. À l'opposé, en termes de potentiel, on a des cellules souches du mésenchyme, MSC, cordon ombilical, membrane placentaire, liquide amniotique. Seulement, voilà, leur potentiel est faible. On peut leur faire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas tout faire avec. Et à l'intermédiaire, je voudrais vous parler des cellules souches pluripotentes induites, ou IPS cells, IPS cells. Eh bien, la découverte ou la mise en place de ces cellules iPS a valu à leurs auteurs le prix Nobel. John Gurdon, en 2012. John Gurdon, so British. Don't you think so? So British. Je le connais en plus. Très sympa. Et puis Shinya Yamanaka, bien japonais, Université de Tokyo. Je ne connais pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Mais ils ont fait la chose suivante. Ils ont découvert dans cette masse cellulaire interne de cellules souches totipotentes 4 gènes, OCT4, SOX2, KLF4, CEMIC, peu importe les noms, qui sont indispensables au programme cellules souches. C'est-à-dire que vous enlevez, vous bloquez l'expression de ces gènes, la cellule n'est plus cellule souche. Vous voyez ici, par exemple, dans cette masse cellulaire interne, c'est, je ne sais plus lequel, je crois que c'est OCT4 qui s'exprime, en vert ici. Peu importe. Voilà. Et alors, Yamanaka a eu une idée absolument folle. Il s'est dit, et si on remontait le temps? Et si on reprogrammait des cellules en cellules souches? Je vous ai dit que ces 4 gènes-là n'existent que dans les cellules souches et ils manquent dans les cellules qui ne sont plus cellules souches. Donc ce qu'il a fait, c'est la manière suivante. Je vais reprendre mon petit schéma de tout à l'heure. Vous vous souvenez?
Et on va s'intéresser par exemple à une cellule de peau. Et dans cette cellule de peau, on va faire exprimer, ce qui n'est plus exprimé depuis longtemps, les 4 gènes OCT4, SOX2, KLF4 et C8. Donc en fait, on soumet la cellule à un champ électrique qui fait rentrer les gènes, l'ARN messager, un peu comme le vaccin, sauf que là c'est un peu différent, qui va fabriquer ces 4 protéines. Et qu'est-ce qui se passe? Il a vu la chose suivante, extraordinaire. Il a vu les cellules de peau qui redevenaient cellules souches. Je vous montrerai le film après. Plus fort que ça, il s'est dit, puisqu'elle est redevenue cellule souche, est-ce que par des facteurs appropriés, on peut induire, à partir de cette cellule de peau redevenue cellule souche, on peut induire du système nerveux? Et la réponse a été oui. Non seulement ça, mais cette même cellule souche, ou des cellules équivalentes, des cellules sœurs, ont pu être réinduites à former des cellules cardiaques. Donc en fait, il y a des différenciations de la peau en cellules souches et redifférenciation de ces cellules souches nouvelles en cellules nerveuses ou cellules cardiaques. Et voilà le film qui correspond à ça. Alors au début, les cellules de peau, c'est ça, c'est tout à fait banal, ça ne bouge pas, c'est tout plat. On ajoute maintenant les gènes souches, et quelques jours après, vous voyez proliférer ces sphères, qui sont des sphères de cellules souches, qui se développent, Si ensuite on prend une de ces sphères de cellules souches, elles ne sont pas totipotentes quand même, mais elles sont quand même pluripotentes, et qu'on met un facteur approprié, on peut faire devenir ces cellules souches ce qu'on veut, du muscle, du sang, du système nerveux. En vrai, voilà ce que ça donne. Voilà ici un agrégat de cellules souches qui a été formé par traitement avec ces 4 gènes, et puis au bout de quelques temps, on les fait devenir neurones. Elles peuvent former même des jolies rosettes comme celle-ci, qui sont une ébauche de tissu nerveux. Et puis autrement, on peut les faire former système cardiaque. Vous voyez ici un petit cœur qui bat dans une veine de culture, à partir de ces cellules iPS. Ici d'autres. Même assez fabuleux. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel. Alors voilà où on en est. Donc on parle maintenant de thérapie cellulaire grâce aux cellules iPS. Comment ça marche? Ben, c'est très simple en plus. On fait une biopsie, donc c'est pas du tout invasif chez l'homme, quelques cellules de peau ou autres. Voilà, cellules adultes. On les reprogramme grâce à ce cocktail de gènes. On obtient des cellules souches pluripotentes induites qui se divisent. Donc, la première chose importante, c'est qu'à partir de ces cellules iPS, si le donneur est un malade, un patient, atteint d'une maladie génétique, on peut corriger le défaut génétique de ça, faire redifférencier, on connaît maintenant les facteurs qui permettent de faire redifférencier ces cellules en quelque chose de particulier, et puis retransplanter. Alors là, il y a peu d'essais pour l'instant, j'en parlerai dans une seconde. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est que ces cellules-là, soit corrigées, soit non corrigées, ce que j'ai appelé ici cellules malades, servent à faire des lignées, à créer des lignées cellulaires pour certains types de maladies génétiques. Et sont un apport, mais considérable, pour la recherche fondamentale sur un certain nombre de maladies génétiques, sans avoir besoin de recourir aux patients. On a juste des lignées de cellules en culture, qui sont des cellules originellement prélevées évidemment par biopsie, et ce n'est pas des cellules embryonnaires, puis transformées en cellules iPS. Et puis on peut faire des tas de recherches sur ces maladies génétiques. Donc actuellement, il y a des centaines de lignées qui ont été produites et qui permettent de mieux comprendre les mécanismes de ces maladies génétiques. Voilà, donc pour faire rire un peu, voilà, le traitement miracle, on n'en est pas là. On n'en est pas là. En fait, plusieurs questions se posent. Alors d'abord, les avantages, évidemment, ce sont des
les cellules IPS, ben, elles sont faciles d'accès par une simple biopsie, et il n'y a pas de problème éthique autour, a priori. Hein. Et depuis 2007, des centaines de lignées de cellules IPS ont été obtenues. Et par contre, attention, la reprogrammation est-elle vraiment complète? Et cette reprogrammation n'induit-elle pas des mutations ou des modifications génétiques? Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment, vraiment fortement à l'étude. Il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors, les premiers essais chez l'homme sont autorisés pour l'instant au Japon, et uniquement au Japon. Des tas de programmes ont été évidemment proposés aux États-Unis et en Europe, pour l'instant non validés, donc ça n'a pas démarré, vraiment. Quoi qu'on trouve dans les journaux racontent souvent n'importe quoi, et c'est le cas en l'occurrence ici, et en particulier le ministère de la Santé américain récemment a lancé un cri d'alerte parce que beaucoup de compagnies ou de médecins proposent des traitements cellules souches toutes bêtes ou cellules souches IPS à des patients, alors que, un, c'est pas autorisé, et que deux, les résultats sont catastrophiques. Donc, il faut faire très attention à ça. Au Japon, Yamanaka avait fait déjà un essai très vite après sa découverte, et vu que ça ne marchait pas bien, il a tout de suite arrêté. Et il n'a pas repris pour l'instant. D'accord? Donc, on n'en est pas là. Par contre, les programmes qui sont autorisés et les premiers essais ont commencé, c'est pour ces 4 maladies: lésion de la moelle épinière, réparation de la cornée, Parkinson et cardiomyopathie. Donc l'avenir, je suis ça, l'avenir nous dira si ça fonctionne réellement ou pas, et sur combien de patients, et dans quelles conditions, etc. etc. Voilà, ben je crois que c'est terminé, et donc je termine par une question philosophique. Je vous laisse. Vous avez raison de dire. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez suivi, compris. C'est surtout ça l'important. Ah, mais j'en avais plusieurs ouverts. Bon. Désolé aussi pour les ennuis techniques. Peut-être qu'il faudrait des souches sur les systèmes informatiques également. Peut-être. Ah, je m'étais dit, je viens avec mon ordinateur, parce que je sais qu'il y a que comme ça que Ouais, c'est sûr de marcher. C'est fréquent. Et je ne l'ai pas fait, tu vois. Je voulais poser une question, un lien avec une conférence, justement, sur la conférence sur le transhumanisme et l'évolution possible de l'homme. Et ce transhumanisme tel qu'il a été exposé par le docteur Christophe Abbas, c'était utiliser des éléments extérieurs au corps humain, donc qui viennent de la nature, hein, ou même qui sont artificiels. Et là, est-ce qu'on pourrait utiliser justement les cellules souches pour augmenter l'homme, par exemple, j'ai une bêtise, mais lui donner un second cœur, par exemple? Est-ce que ce serait possible? C'est une bêtise, hein, probablement, mais est-ce que ça l'augmenterait? Est-ce que ce serait viable? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Un deuxième cerveau, oui, peut-être. Peut-être, oui. Mais pour certains, pour moi, oui, ce serait viable. On en a déjà, on sait maintenant depuis peu de temps qu'on en a un dans l'estomac, des cellules nerveuses. Non,
Alors ça m'énerve. Ah bon. Ça m'énerve. Je suis content, là. Le deuxième cerveau dans l'intestin, j'ai travaillé un tiers, peut-être la moitié de ma vie, justement, sur les cellules nerveuses intestinales. Qu'est-ce que c'est que les cellules? Bon, elles sont nombreuses. Pourquoi elles sont nombreuses? Parce que l'intestin est long. Vous avez quand même 8 mètres d'intestin. Et il faut qu'il se contracte, cet intestin. Donc vous avez effectivement des cellules nerveuses qui font contracter l'intestin ou relâcher l'intestin. De là avoir un comportement intégré par votre intestin, le jour où on va vous montrer qu'on peut faire un comportement intégré via uniquement les neurones intestinaux, je changerai mon... Donc oui, on a une grosse, comment dirais-je, une grosse masse nerveuse qui est située dans l'intestin, qui vient compléter celle du cerveau, parce que le cerveau ne peut pas tout gérer, puis que la distance et la longueur fait qu'on ne pouvait pas envoyer un axone qui arriverait tout au bout comme ça. C'est pas si simple que ça. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça existe. Mais de là à dire qu'on a un cerveau dans l'intestin, non, on a des bactéries dans l'intestin, et là, le microbiote intestinal, pour moi, est beaucoup plus important et beaucoup plus, comment dirais-je, prégnant au sens anglais du terme, c'est-à-dire important, intéressant, que le cerveau intestinal. Merci. Enfin, désolé, hein, c'est un point de vue un peu marqué. On peut en discuter, vous pouvez me contredire, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'énerve un peu. Et en plus, je sais qui l'a fait, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à l'époque à New York. C'est un certain Mike Gershon, qui étudiait justement ces neurones dits entériques, ce qu'on appelle des neurones entériques. Et quand il a vu le nombre, il s'est amusé à calculer le nombre, il a vu ça. C'est fabuleux. Puis un jour, il a dû dire à un journaliste, il y a des millions et des millions de neurones dans l'intestin. Et puis du coup, paf, c'est parti. Et puis après, on ne peut plus revenir en arrière. Et cette augmentation de l'homme, justement, avec les cellules. C'est une très excellente question, Jean-Marie. Je n'ai pas réfléchi du tout à ça. Comme ça, à froid, l'homme augmenté, de toute façon, quelque chose qui me choque un petit peu dans cette notion même. Je suis peut-être un peu trop vieux jeu maintenant pour avoir ce genre de pensée positive. Si déjà on savait... Alors attention, ne tombons pas à l'excès inverse de dire on n'utilise que 10% de la puissance de notre cerveau. Faux! C'est totalement faux. C'est également une idée reçue qui est totalement fausse. On utilise notre cerveau complètement. Seulement, si on savait l'utiliser peut-être à meilleur escient, déjà pour moi ce serait un homme augmenté. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais non, je n'ai pas réfléchi, franchement. C'est une pirouette ce que je suis en train de dire. Donc, mais c'est une très bonne question. Merci. Merci. Mais, oui, après on peut imaginer de faire, pour un pianiste, de faire 2 doigts de plus. Hein, ça c'est... Je sais pas, on a 12 doigts au lieu de 10. Hein. Bon. Et alors, la beauté des choses, c'est justement avec simplement 10 doigts, on fait déjà tellement de choses. Et des articulations. Alors, réparer, c'est autre chose. Augmenter, bon. Vous mettez 3 oreilles, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. 3 yeux. L'œil central. Ouais, non, je pense que les gadgets qui sont en cours d'étude pour faire l'homme augmenté, de toute façon, on les a déjà. Moi, je l'ai, j'ai trouvé mon téléphone portable. Mais je suis déjà un homme augmenté. J'ai la moindre question qui me passe par la tête, je vais sur Internet comme vous, et j'ai la réponse instantanément. Je suis un homme augmenté. Mais on ne m'a rien greffé. Je vous assure. Merci. J'ai vu sur le dernier écran que c'était appliqué à la maladie de Parkinson. Oui. Et il n'envisage pas de voir sur les autres maladies du cerveau, comme Alzheimer, corps de Lévy, etc. Très bonne question, mais ce que je vous ai montré, c'est ce qui est pour l'instant validé. Mais évidemment, les applications sont énormes. Énormes.
Il faut y aller doucement. Doucement. Excusez-moi. Le problème des gènes que vous avez vus, qu'on réintroduit dans ces cellules pour les transformer en cellules IPS, il y en a un qui s'appelle CMYC. Je ne sais pas si vous avez remarqué. CMYC. C, c'est cancer. D'accord? Donc CMYC a été isolé, repéré la première fois parce qu'il était extrêmement augmenté en expression dans les cancers. Donc, SCMYC, vous savez que le cancer et l'embryon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le cancer, c'est un embryon fou, c'est un embryon mal régulé. Mais le cancer, c'est reprise de fonctions perdues chez l'adulte. Donc, division accélérée, différenciation anarchique, etc., etc. Donc c'est pour ça que les biologistes du développement, quelque part, sont soutenus par comme moi, sont soutenus par l'ARC ou par les associations de lutte contre le cancer, parce que ce que l'on fait a une incidence directe sur l'étude du cancer. J'ai un collègue dans mon labo, qui étudie les migrations cellulaires, très tôt, de cellules nerveuses, neurales, on appelle les crêtes neurales, qui migrent partout. Justement, c'est celles qui donnent ces fameux neurones de l'intestin. Et ces cellules, elles migrent sur de très longues distances. C'est un modèle fabuleux, mais fabuleux de métastase. Donc évidemment, tout ça doit être étudié et sera étudié. Mais il ne faut pas non plus que très très vite, on injecte ça chez un patient qui meurt du cancer 3 semaines. Alors là, c'est une très très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Je pense que peut-être que Parkinson est ciblé, au sens où on connaît les neurones qui sont déficients dans Parkinson disease. D'accord? Alors que Alzheimer, il y a 3 choses que je dis tout le temps. Non, c'est 4 alors. Alzheimer, c'est plus complexe. C'est-à-dire que la formation des plaques se forme évidemment beaucoup dans l'hippocampe. Ça n'a pas été très surprenant finalement de s'apercevoir que dans les gens atteints d'Alzheimer, les plaques sont très très importantes et fréquentes dans l'hippocampe, une structure dont je vous ai parlé, responsable de la mémoire à court terme. Mais pas seulement. Et donc, c'est réparti dans l'ensemble du cerveau. C'est peut-être plus difficile à... Je ne sais pas, c'est peut-être pas la vraie réponse, mais moi je le vois comme ça, c'est peut-être plus difficile à approcher que Parkinson, qui lui, on connaît les noyaux, ce qu'on appelle les noyaux cérébraux, c'est-à-dire les groupes neuronaux responsables de... Bonsoir. Une question. J'ai pas très bien compris en fait la différence qu'il pouvait y avoir, enfin sur un plan éthique, entre le fait de travailler sur des cellules embryonnaires, donc pluripotentes, et le fait de s'affranchir de ça avec la manip des prix, voilà, des prix Nobel, parce que finalement c'est bien la manip de régénération d'une cellule souche, quelque part, enfin qui peut induire des malformations ou le fait qu'elles ne soient pas totalement identiques. Parce que si j'ai bien compris, si on travaillait sur des cellules embryonnaires, on est pratiquement sûr d'arriver... Il y a moins de risques. Non, vous avez raison. Le problème des cellules souches embryonnaires, c'est qu'en fonction des pays, c'est en train de changer un peu en France, puisqu'il y a une discussion, comme vous le savez, à l'Assemblée et au Sénat, qui n'est pas terminée. Elle devait se terminer cet été, je pense qu'elle n'est pas vraiment complètement terminée. Une nouvelle révision des lois de bioéthique, c'est pas tout à fait fini. Il y a des choses qui ont été assouplies, mais pas tout, pas encore tout. Mais de toute façon, pour travailler sur des cellules souches humaines, ce ne sont que des embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Donc ce sont des embryons congelés, évidemment congelés largement avant 15 jours. Donc là, vous voyez ces cellules-là, ces structures-là embryonnaires, elles ont 5 jours, 5-6 jours, juste avant l'implantation. Il y a la nidation, l'implantation dans l'utérus.
Et donc, ces cellules-là sont très très jeunes, et donc, s'ils ne font plus l'objet d'un projet parental pendant 5 ans, ça c'est en France, pendant 5 ans, les chercheurs ont le droit de les utiliser. Alors, il y en a quand même, il y en a beaucoup, mais ça limite quand même le champ des possibilités et le champ des recherches. Donc, ce qui est interdit, par contre, d'un point de vue éthique, c'est de faire des fécondations in vitro d'ovules par des spermatozoïdes pour créer des embryons de novo, comme on dit en français, et ensuite utiliser ces cellules-là pour faire la recherche. Ça, c'est totalement interdit en France. Et je ne pense pas que ça change. Donc, vous voyez, c'est compliqué, parce que là, vous pouvez avoir des lignées, là, c'est des centaines de millions, de milliards de cellules que vous avez, avec ces lignées-là, IPS, alors que sur l'embryonnaire, c'est 1000 cellules, 2000 cellules, et encore. C'est pas du tout le même niveau de recherche, donc on ne peut pas faire du tout les mêmes choses avec. Vous voyez, au niveau recherche fondamentale. Et thérapie encore plus. C'est pas les reproduire. C'est-à-dire que les reproduire, ça veut dire créer un embryon, et on n'a pas le droit d'aller au-delà de 15 jours. Et l'embryon en 15 jours, il n'est pas bien bon. Vous voyez, donc on est coincé là. On est coincé peut-être heureusement. Il faut se poser ce genre de questions de l'utilisation, ce qu'on appelle la réification du corps humain. C'est-à-dire en faire une chose, vous savez très bien qu'il y a des trafics d'organes, bon ben là, ce serait du trafic d'embryons, ce serait la même chose. Après, il faut se poser des questions. Est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle? Et cette réponse IPS, si on arrive à trouver, à corriger, à prévenir la formation des cancers, s'ils existent d'ailleurs, pour l'instant j'en ai pas vu, mais ce risque en pas, par ce qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs, ça existe aussi. Et donc on a quelque chose de sain, de solide entre les mains, c'est gagnant. Il y en a beaucoup sur le code des OGM. Ben, ça c'est de l'OGM dans la... Oui, mais moi j'ai pas de dogmatisme sur l'OGM, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez des pauvres chiens comme celui de ma belle-sœur et mon beau-frère qui ont acheté un berger allemand, pure race, qui est mort au bout de 10 ans parce qu'il avait le bassin complètement atrophié. Vous savez, maintenant on fait des chiens, des bergers allemands qui sont surbaissés, complètement surbaissés. Ils sont très beaux. Seulement, ils ne survivent pas. C'est le cas. Donc ça, c'est pas de l'OGM. Mais pour moi, c'en est. Et éthiquement, c'est condamnable. Pourquoi? Parce qu'on a croisé, sélectionné, et finalement, ça revient exactement au même que de faire un OGM. Pour moi, c'est la même chose. On a manipulé les gènes, pas avec les mêmes procédés, mais quelque part, on a quand même manipulé les gènes en enlevant ça, en rajoutant ça, par croisement, mais n'empêche que c'est pas bon, c'est encore une position particulière, mais personnelle, on va dire. Je vous remercie pour cet exposé extrêmement passionnant. Vous nous avez très bien expliqué, en partant d'embryons, comment se fait la différenciation, la spécialisation des cellules à partir d'une cellule. Est-ce que les chercheurs ont une idée, en fait, pourquoi ça fonctionne? À l'origine, il y a bien quelque chose. Ah, le point de départ. Très intéressant comme question. On remonte toujours, en fait. Point zéro. Le point zéro. On remonte toujours. Oui. Je ne dis pas qu'on le connaisse. C'est une question absolument passionnante, ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas qu'on le connaisse. Mais on sait que, par exemple, dans l'œuf qui vient d'être fécondé, les protéines, les ARN, ne sont pas répartis de façon homogène. Ce qui veut dire que lorsque la première division intervient, chacune des deux cellules qui viennent se former n'ont déjà plus exactement le même potentiel final et le même contenu. C'est fabuleux. On peut aussi, par exemple, se poser la question pourquoi le cœur est à gauche et pas à droite, puisque le cœur est l'un des organes qui n'est pas symétrique. Le foie, c'est l'opposé. Alors que beaucoup d'organes sont symétriques. Nos yeux, notre cerveau est relativement symétrique.
Et là aussi, c'est une répartition particulière de ce qu'on appelle des déterminants, on appelle ça des déterminants, de signaux, qui se fait de manière non symétrique. Dans le cas du cœur, du positionnement du cœur, c'est fabuleux, parce qu'en fait, vous avez à l'intérieur du tube qui forme l'embryon initialement, des petites cils, toutes les cellules, ou presque, nos cellules. On ne le voit pas trop sur les cellules souches parce que c'est microscopie électronique à balayage. Vous savez, la cellule jaune, c'est très aplati. Mais toutes nos cellules ont des petits cils. Et dans ces structures embryonnaires, les cils battent à l'unisson. Faites diffuser un liquide dans un système qui bat à l'unisson d'un côté. Le fluide, ça a été montré, prouvé, est envoyé sur un côté et pas sur l'autre. Donc on augmente la concentration du fameux signal d'un côté et pas de l'autre. Et donc du coup on crée une asymétrie. Et donc on crée le cœur à gauche et pas à droite. On crée certaines structures cérébrales à gauche et pas à droite, etc. etc. Ça répond partiellement à votre question. Mais après, c'est compliqué. Parce que comme c'est très compliqué, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose au départ qui ressemble à un programme, un code? Sinon, ça bafouillerait partout. C'est un code, mais c'est un code qui se déroule progressivement sous l'effet de toutes petites choses qui sont légèrement différentes d'un côté de l'autre. Et ce qui est de fabuleux, donc je vous ai dit deux cellules, les deux premières cellules ne sont plus identiques. Elles ne sont pas identiques. Donc déjà, on peut imaginer, après, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais plein de choses. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est un petit peu comme les astronautes qu'on envoie sur la Lune, les systèmes sont doublés, triplés. Donc vous avez des systèmes de contrôle, des check-up points dans les divisions, mais aussi dans la différenciation. Il y a des check-up points, des points de vérification qui sont disséminés et qui font que un programme peut se terminer, mais être remplacé, enfin être corrigé. Est-ce que s'il y a des erreurs, bon après si l'erreur est trop importante, ça s'arrête. Vous savez que sur, j'ai plus le chiffre en tête, mais pour une grossesse qui arrive à terme, je ne parle pas de fausse couche avérée. Je parle de fausse couche dont on n'a pas conscience. Ça, je crois que c'est 1 sur 10 arrive à terme. C'est-à-dire que vous avez 9 fécondations qui sont éliminées, sans que la femme ne s'en aperçoive. Pourquoi? Parce que simplement, il y a formation très tôt. Heureusement, dans un certain sens, les formations, les malformations les plus importantes interviennent très tôt au cours du développement. Et c'est pour ça que les embryons sont éliminés très très rapidement. Et je préfère ça que de voir des spina bifida. Certains d'entre vous sont médecins, peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être médecins. Et c'est horrible. C'est horrible. Y a-t-il d'autres questions? Donc, oui. Oui. Ça ressemble un peu à ce qui a été dit déjà, mais quand on voit l'embryon donc se fabriquer, donc il y a comme un programme, ce que disait le monsieur là, et tout d'un coup ça s'arrête puisque c'est fait, c'est fini. Par exemple, le foie est fabriqué, il est prêt à fonctionner. Donc ça continue. Rien ne s'arrête jamais. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? Parce que si parce que ça meurt, par exemple. Parce que ça meurt. Les cellules se renouvellent tout le temps. Donc elles se renouvellent. Parce que si on savait le moment où ça se... Quand ça s'arrête, on meurt. Oui, d'accord. Parce que je me disais, je pensais bêtement... c'est une très bonne question. Hein. Je pensais bêtement que si on savait le moment où... Puisque le bébé est né et qu'il est parfait... À la naissance, le moment où tout s'arrête... il n'est pas parfait. À la naissance, le bébé a 10 milliards de neurones. Combien j'ai dit? Si vous avez été attentive, combien y a-t-il de milliards de neurones dans un cerveau humain? 86. Donc il reste encore 8 fois plus de neurones à former. Ce qui veut dire que de la naissance
à l'âge de 10-12 ans, l'enfant fabrique encore des neurones. Doucement, de moins en moins, je dirais plutôt. Mais non, l'enfant qui naît n'est pas achevé. Je dirais parce que si on voit le moment où ça se ralentit, où ça se ralentit, ça s'arrête un peu, ça pourrait aider à savoir comment arrêter le cancer, justement, ou l'empêcher de se créer. Oui, mais le problème, c'est que, d'abord, on ne sait pas bien faire. Vous avez raison. Si on savait qu'est-ce qui permet d'arrêter la prolifération d'une cellule, c'est la question que vous posez, finalement. Si une cellule arrête de se diviser, ben on arrête aussi le cancer. Le problème, c'est qu'on sait faire ça, oui, on sait arrêter une cellule, mais le problème, on la tue. Alors tant mieux si on tue le cancer. Le problème, c'est que tout ne marche pas sur le cancer. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas un cancer. On vous dit, j'ai un cancer de ceci, j'ai un cancer de cela. Non, vous n'avez pas le cancer de ceci, de cela. Vous avez un cancer parmi quelques millions. Aucun cancer n'est strictement identique à un autre. C'est tout le problème des cancérologues, et c'est tout le problème des traitements actuellement, puisque vous avez des chimio-résistants, vous avez des rayons X résistants, vous avez des ceci résistants, vous avez des solar résistants, etc., etc. Toutes les molécules que la pharmacologie met en place pour lutter contre le cancer, malheureusement, c'est un peu comme les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, sauf que là, c'est pas du tout causé par les antibiotiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas causable, mais c'est simplement qu'il y a toujours un cancer qui échappe à quelque chose. En plus, ils ont une capacité de muter presque aussi rapide que celle des bactéries. Donc vous faites... Là, par contre, on rejoint un peu ce qui se passe pour les bactéries trop traitées aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'on crée des souches résistantes. Et là, de la même façon, les cellules cancéreuses ont une capacité mutagène qui leur est propre et énorme. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle reste vivante. Elle reste vivante malgré tout ça. Et donc, il n'y a pas deux cancers identiques. Je crois beaucoup actuellement sur l'immunothérapie pour les cancers. C'est la voie pour moi majeure. L'immunothérapie. Donc au lieu de traiter un peu en aveugle, lourdement, grossièrement sur un truc, on identifie, on prend le temps de bien identifier la nature de la tumeur, ses capacités antigéniques, et puis on engage une immunothérapie. Et on crée des anticorps monoclonaux, par du temps, qui vont cibler spécifiquement ces cellules cancéreuses de ce patient. Et ça, coûte très cher. Très cher. Donc, ça veut dire que je te fais du Larsen, mon pauvre. C'est. Question. Oui, pardon. Et du coup, ça voudrait dire que c'est très dur de traiter un cancer, du coup, s'il n'y en a pas un qui est pareil. Bien sûr. Alors, après, soyons pas pessimistes non plus. Les progrès sont tels que vous savez très bien que on soignait 10% des cancers, maintenant on en soigne plus 40 ou 50%. Donc les progrès ont été quand même très très importants. Il vaut mieux garder ça dans la tête que l'inverse. Mais là, on vise pas le 40 ou 50%, on vise le 100%. Et pour atteindre le 100%, il faut connaître le cancer de plus en plus intimement. Et plus on fait de la recherche fondamentale dans ce domaine, que ce soit sur les cellules cancéreuses elles-mêmes, que ce soit sur les cellules saines, je vous parlais des cellules embryonnaires qui migrent pour former les neurones intestinaux et qui sont des modèles de métastase, de migration de cellules cancéreuses. Je vous assure que c'est vrai, je vous assure qu'on retrouve exactement les mêmes molécules dans les cellules normales qui migrent pour former les neurones intestinaux que dans les cellules cancéreuses. Donc voilà, donc là on a des modèles qui sont extrêmement intéressants pour justement aller de plus en plus loin, essayer de trouver de quoi traiter les 40 ou 50% qu'on n'a toujours pas réussi à traiter. Ça répond à peu près? Oui. Merci. Une autre question?
Enfin, j'espère que vous aurez vu avec tout ça comment finalement, par rapport au végétal, l'animal, c'est pas mal non plus. Hein, le potentiel est quand même assez bon, assez fort. Alors, je l'ai découvert récemment. Je ne sais pas si je change un peu de sujet, mais puisqu'on est entre nous et que... j'ai découvert récemment on parlait de mutation, et que les plantes sont bien moins conservatives que nous, animaux et vertébrés en particulier, vis-à-vis des mutations. Puisque en fait, il semblerait que le génome de chaque branche soit légèrement différent. Dans un arbre, par exemple. Ils ont analysé un arbre donné, des branches prises différentes. Ils ont trouvé des mutations différentes d'une branche à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'adaptation de chaque branche en fonction des stress qu'elle reçoit. Et ça passe par mutation et par ce qu'on appelle aussi les gènes sauteurs, les transposons. C'est-à-dire mise en place de tout un système qui va faire que cette branche-là, c'est une unité en soi. Tout se passe comme si l'arbre n'était pas un individu en soi. C'est une sorte de polype fait d'éléments juxtaposés qui forment un arbre. Mais je pense que maintenant on sait très bien que les arbres communiquent ou sont en relation directe avec leurs voisins par leurs racines. Et donc ça complexifie encore plus cette espèce de tissu, on appelle ça un syncytium en biologie, ce tissu syncytial végétal qui à la fois peut se parler par l'intermédiaire des racines, peut se parler par l'intermédiaire des feuilles, et puis surtout qui n'est pas un être unique, enfin un individu unique. Quand on considère un arbre, ce n'est pas un individu unique. C'est étonnant ça. J'ai appris ça récemment. Oui, c'est nouveau. Oui. Et il y a beaucoup de botanistes, de généticiens des plantes, qui le savaient, mais qui n'osaient pas trop le dire, parce que... Et là, maintenant, c'est les méthodes de séquençage à très haut débit, très rapides, qui ont vu le jour, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, permettent ce genre d'études, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois. En plus, le génome des plantes, c'était quand même quelque chose de très, très, très complexe. Beaucoup plus complexe que le génome des animaux. Le génome des animaux, c'est facile. Le génome des plantes, c'est une horreur. Il y a des gènes répétés, autant que vous voulez, hein, autant que vous voulez. Donc un gène donné, il est répété, je ne sais pas combien de fois, dans les cellules du méristème, par exemple. Hein. Donc, ah oui, c'est très intéressant. Il se passe beaucoup de choses actuellement dans le domaine végétal, de la biologie moléculaire végétale. C'est très très passionnant. Alors je ne sais pas, moi, pour la vigne, si c'est le cas, mais ce serait intéressant de séquencer quelques rameaux si c'est de la greffe, mais ça a dû peut-être été fait. Hein. Ouais. Oui, exactement. Et puis la naissance de la nectarine, c'est un exemple typique d'une mutation qui... C'est pas un croisement, hein. Contrairement à ce qu'on croit, hein. C'est pas un croisement. C'est une mutation spontanée qui fait que l'arbre n'a plus fait sa peau dufteuse, pour des raisons d'environnement, j'imagine. Il s'est adapté, et l'arbre a fait cette peau lisse de la nectarine. Et voilà, donc c'est étonnant, c'est une adaptation, mais rapide, en plus, très rapide. Donc il y a des capacités mutationnelles chez les plantes qui sont bien plus importantes que chez les vertébrés. Bon, de toute façon, les plantes nous ont précédés de beaucoup, hein. Si on peut dire, de beaucoup.